De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler de deux sujets principalement. Les saisons du reconditionnement de la douleur et la motivation. Je parlais à quelqu'un lundi justement. C'est elle qui m'a informé que Carl Tétillon venait de sortir un livre de reconditionnement de la douleur. Libérez-vous de la douleur chronique. Donc, nous allons nous en servir comme d'une base, comme d'un tremplin pour explorer des nuances, des subtilités dans le reconditionnement de la douleur. Cette personne-là, qui m'a informé de la sortie du livre, a beaucoup de difficultés à se motiver. Donc, je m'interrogeais sur le sujet et nous allons essayer de boucler la boucle et de conclure avec ce sujet. Lorsque je lis un livre en anglais, je fais un résumé. Ici, je ne vois pas le but. Ce livre est disponible en français et en plus, il est extrêmement bref. Il y a des gens qui me disent qu'ils n'aiment pas lire, qu'ils n'ont pas le temps. Ce livre ne dure que 88 pages. Je suis sûr que vous pouvez trouver du temps dans votre vie pour lire un livre de 88 pages. On pourrait presque dire que c'est un pamphlet, une brochure touffue. C'est une excellente introduction au sujet. Si vous ne connaissez pas ou peu le sujet, mais si vous êtes plus avancé dans le processus, je suis presque sûr que vous allez trouver de l'information nouvelle, que vous allez être exposé à une nuance ou à une subtilité à laquelle vous n'aviez pas pensé, mais même si ce n'était pas le cas, comme je le répète souvent, c'est toujours bon de répéter, 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 répéter et, il ne faut jamais oublier le dernier, répéter le message. Toujours bon d'y être exposé avec une formulation nouvelle, avec des mots nouveaux. Toujours optimal pour le cerveau, d'être exposé au message d'une façon reformulée. Il comprend presque ça comme de l'information nouvelle. Donc cette personne-là, comme je l'ai dit, a beaucoup de difficultés à se motiver. Elle a déjà lu des livres de reconditionnement à la douleur. Elle a déjà fait des sessions avec Dan Buglio. Elle a fait déjà des sessions avec Carl Tétillon également. Elle n'a jamais vraiment vu de baisse, selon ma compréhension, dans ses symptômes. Pourquoi? Nous allons explorer ça dans cette vidéo. Selon moi, il y a des saisons dans le reconditionnement de la douleur. Et une attitude qui va être bénéfique dans une saison va être contre-productive dans une autre. Il y a des saisons dans la vie, il y a des saisons dans tout, donc selon moi, il y a des saisons dans le reconditionnement de la douleur. Il pourrait y avoir tellement de degrés de subtilité. Ici, pour simplifier, nous allons séparer en deux saisons. Il y a ceux qui ne vivent pas leur vie et il y a ceux qui vivent leur vie. Donc, si on veut comparer ça à l'hiver et à l'été, les stratégies qui sont bénéfiques en hiver vont être nocives en été. Lorsqu'il fait froid, surtout ici au Québec, des fois il fait moins 20, moins 30 degrés Celsius. Il faut se mettre un manteau, des mitaines, une tuque, sinon vous allez souffrir. Ça va faire mal, je vous le garantis. Donc c'est une bonne stratégie en hiver. Mais là, lorsque ça commence à se réchauffer, comme là, c'est le printemps, ça sent le printemps dehors. Si vous n'enlevez pas votre manteau, là aussi, vous allez souffrir. Ça va faire mal. Ça va être extrêmement inconfortable. Quand l'été approche, il faut enlever son manteau. Et là, inversement, c'est ça. Si je m'en vais me promener dehors en hiver avec ma petite chemise d'été, là aussi, je vais avoir mal. Là aussi, je vais souffrir. Différentes stratégies pour différentes saisons. Très important, selon moi, de comprendre qu'il n'y a pas une attitude à cultiver tout au long du reconditionnement de la douleur. Mais ça dépend comment vous êtes lorsque vous entamez le processus. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai fait l'expérience de tout le spectre au complet. J'ai déjà été ici où on ne vit plus notre vie. On ne sort plus de chez nous, des fois on ne sort plus de sa chambre, des fois on ne sort plus de son lit.
Donc là, évidemment, l'attitude est différente de quelqu'un, comme tant de gens me le mentionnent, qui me disent, oui, oui, tu fais l'emphase beaucoup sur ça, mais moi, je vis ma vie. Je marche, je vais travailler, je vais à la salle de sport, mais j'ai des douleurs. Donc les stratégies sont complètement différentes. Moi, j'ai fait l'expérience de tout le spectre. J'ai commencé comme ça dans mon lit, je ne vivais plus ma vie. Et là, il y a certaines stratégies, certaines attitudes que j'ai dû adopter qui n'étaient plus bénéfiques. Lorsque j'ai commencé justement à vivre ma vie, c'est là que l'attitude a changé. Et des fois, lorsqu'on parle du reconditionnement de la douleur, on parle de l'attitude qui est dans un sens la fruition, la culmination de tout le processus, comme l'attitude à adopter tout le long, et ce n'est pas réaliste selon moi. Donc dans son livre, Carl Tétion nous parle d'un homme qui a eu mal au dos pendant 8 ans. Il commence le reconditionnement de la douleur avec Carl. La douleur ne baisse pas, les deux s'interrogent. Carl se demande pourquoi. Pourquoi ta douleur ne baisse pas? Il commence à l'interroger sur sa vie et l'homme dit, je ne sais pas, je fais tout ce que je dois faire. Je mange bien, je mange ce qu'il faut manger, je marche chaque jour la bonne quantité, je vais à la salle de sport, je fais du sport, je fais tout ce que je dois faire. Et là, il lui dit, mais c'est peut-être ça le problème, c'est que tu t'imposes des contraintes externes, qui sont des concepts que d'autres gens t'ont imposés, pour comment bien vivre ou encore pire, pour éliminer la douleur. Est-ce que tu fais ça pour éliminer la douleur? Et là, il a travaillé avec lui à pas tout d'un coup ne plus avoir de contraintes, mais avoir de moins en moins de contraintes et de plus en plus faire ce qu'il a envie de faire. Est-ce que tu veux marcher? Est-ce que tu veux aller à la salle de sport? Est-ce que tu veux faire du sport? Fais ce que tu veux. Pourquoi? Parce que cet homme vivait sa vie. Il pouvait marcher. C'était une possibilité pour lui d'aller à la salle de sport. Mais lorsque vous ne vivez pas votre vie, je ne crois pas personnellement que c'est la bonne attitude. Et là, peut-être qu'il faut s'imposer des contraintes. Moi, j'ai dû le faire. Donc moi, des fois, c'est ça, je parle à des gens, peut-être même que je suis biaisé, j'ai un biais parce que peut-être que plus de gens qui sont dans cette situation-là me parlent. Ceux-ci, peut-être, sentent qu'ils peuvent faire le travail simplement avec les vidéos. Donc peut-être que j'ai un trop gros échantillon de ces gens-là, mais moi, ces gens-là, je leur donne le même conseil que je me suis donné à moi-même, c'est-à-dire, oui, il faut s'imposer une discipline dans un sens externe au début. Moi, il a fallu que je me dise, OK, maintenant, je marche 20 minutes chaque jour. Que ça me tente ou que ça ne me tente pas. C'est important, ça, c'est la clé. Et là, je montais à une demi-heure. Et là, une fois que je montais à une demi-heure, je ne redescendais plus à 20 minutes. Je peux rester à une demi-heure aussi longtemps que je veux. Mais là, après ça, je monte à 45 minutes. Et une fois que je suis à 45 minutes, je ne retourne plus à une demi-heure. C'est ça que je fais maintenant. Même si ça ne me tente pas. Je marche 45 minutes chaque jour. Après ça, je monte à 1 heure. Après ça, de plus en plus, je commence à vivre ma vie. Et c'est là qu'on peut commencer à faire ce que j'appelle de la discrimination. Lorsqu'on est dans notre chambre, dans notre lit, qu'on ne sort plus de chez nous, c'est très difficile de s'imaginer ce que l'on veut. Je leur demande des fois aux gens, je leur dis, qu'est-ce que tu voudrais si tu étais en santé? Et là, ils me disent, et j'ai déjà été au même endroit, j'ai de la difficulté à m'imaginer en santé. Ils ne sont pas capables. Pourquoi? C'est un mécanisme de défense. Ils n'osent plus oser, ils n'osent plus espérer. Ils ont été déçus tellement de fois. Ils essaient, ils s'écroulent. Ils essaient, ils s'écroulent. Ils arrêtent. Ils arrêtent d'oser, ils arrêtent d'espérer. On est dans le désespoir. À quoi ça sert d'essayer? Ils arrêtent d'avoir une vision, d'avoir un rêve. Et là, lorsqu'on leur demande de s'imaginer en santé, en train de faire quelque chose qu'ils aiment faire, il y a quelque chose qui les bloque. Moi, j'ai déjà été là. Et là, il est question en effet de se donner des contraintes, de se forcer à faire des choses. Moi, il a fallu que je le fasse. Bon, moi, il y a certaines personnes dans certaines situations où je leur dis, oui, c'est ça, marche X nombre de temps chaque jour. Ça va t'imposer une discipline externe qui va t'aider à justement, si on compare ça à l'hiver, à aller vers l'été.
à vivre ta vie. Et là, c'est une fois qu'on vit notre vie que la stratégie change. Hein, quand on marche juste 20 minutes par jour, on ne vit pas sa vie. Mais là, on marche peut-être 2 heures, 3 heures. On commence à se perdre dans l'activité, à se perdre dans le mouvement. Et là, encore là, moi je dis, on se force à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Surtout si on a peur. On demande à notre cerveau, as-tu peur de faire ça? Oui, on le fait. Et là, dans mon expérience, ce qui va arriver, c'est que le cerveau va commencer à faire des différences et des comparaisons. Le cerveau est un organe de comparaison. Si vous commencez à faire plein d'activités, il va dire, ah, tu vois, j'aime mieux faire ceci que cela. Bon, ben on arrête de faire cela. Et dans un autre contexte, ça va être le contraire. Ah, tu vois, là, j'aime mieux cela que ceci. Bon, ben on diminue le ceci, on augmente le cela. C'est différent, ça, d'être dans son lit et là, de se demander qu'est-ce que je veux faire. On se force à sortir, on se force à faire des choses et on commence à contraster. Qu'est-ce qu'on aime mieux faire? Qu'est-ce qu'on aime moins faire? C'est mon expérience. Et là, c'est vrai que plus on se dirige vers le mode actif, plus il faut adopter la stratégie où on fait ce qu'on a envie de faire. Et si on fait des choses parce qu'on doit le faire, hein, vous ne devriez pas faire des choses parce que vous devez les faire. Vous ne devriez pas dire je devrais. Il faut faire les choses parce qu'on a envie et surtout pas pour éliminer la douleur. Donc c'est ça qu'il a dit à l'homme et là, peu à peu, la douleur de cet homme a baissé parce que il a arrêté de faire des choses pour éliminer la douleur. Il a simplement commencé à vivre sa vie. Mais j'espère avoir bien mis l'emphase sur le fait que, selon moi, selon ma propre expérience en tout cas, c'est la seule chose dont je suis certain, il y a 2 saisons. Il y en a une où cette stratégie ne fonctionne pas et j'ai dû me forcer à faire des choses. Mais plus je vivais, plus c'était vrai. Plus je devais me demander qu'est-ce que j'ai vraiment envie. C'est la clé. Donc, si vous faites des choses, si vous êtes quelqu'un qui est resté chez vous, moi, je vous inciterais à vous forcer à faire des activités. Et là, plus vous allez devenir actif, plus vous allez commencer à adopter ces stratégies où vous vous posez cette question constamment, est-ce que je veux faire ça ou est-ce que je fais ça pour éliminer ma douleur? Dès que vous faites quelque chose pour éliminer la douleur, Carl fait ce point constamment à travers le livre, et je suis d'accord, une fois qu'on est rendu à l'étape où on vit notre vie, plus ça envoie un message à notre cerveau qu'il y a un problème à régler, une maladie à guérir, une blessure dont on doit se rétablir. Ce n'est pas le cas. « 13 minutes. Donc, je voulais vraiment clarifier ce point parce que souvent, on dit aux gens, faites ce que vous voulez faire, faites ce que vous désirez, ne faites rien pour éliminer la douleur, mais selon moi, j'hésite à utiliser ce terme pour vous et moi je l'ai utilisé quand on est dans le trou. Moi j'ai déjà été dans le trou. C'est un trou. Il faut se forcer, il faut se motiver, il faut se fouetter un peu. Se remuer, se fouetter, on va en parler de ça dans l'aspect motivation. Il a fallu que je me donne, c'est difficile en termes de contorsion, mais il a fallu que je me donne des coups de pied dans le derrière. Pour ça, peut-être, ça peut aider à voir quelqu'un. C'est plus facile pour quelqu'un d'autre de nous donner des petits coups de pied dans le derrière que se les donner soi-même. Des fois, ça, c'est difficile. Il faut être agile, il faut être souple. Hein? Mais là, une fois qu'on s'est botté le derrière, on est sorti du trou, on commence à vivre notre vie. Toujours se poser la question, est-ce que je fais ça pour éliminer la douleur ou parce que ça me tente vraiment? Et là, on entre dans le domaine de la motivation. Comment on fait pour se motiver à faire des choses? Cette personne-là, je mentionnais au début, qui m'a parlé du livre de Carl, justement, a beaucoup de difficultés à se motiver. Et elle a beaucoup de culpabilité lorsqu'elle ne fait pas ce qu'elle devrait faire.
Donc là, je voulais explorer ce mécanisme-là pour la dernière portion de cette vidéo. J'aime toujours recommander des modalités qui m'ont aidé, moi, personnellement. Comme ça, je suis sûr de ce dont je parle. Et ce qui m'a aidé dans ce sens-là, moi, c'est la programmation neuro-linguistique. Principalement, il y a quelqu'un sur YouTube qui en parle, Damon Cart. Donc, si vous parlez anglais, vous pouvez aller voir ses vidéos à lui. J'ai fait de la PNL en personne également. Mais Damon Cart m'a énormément aidé. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'on a tendance à se séparer en deux. Un disciplineur et un discipliné. Et là, il y a une partie de nous qui veut faire quelque chose, mais il y a une autre partie qui ne veut pas. Et on a besoin de la fouetter pour qu'elle le fasse. Et là, je ne sais pas si j'ai besoin de vous dire ça, mais se faire fouetter, ça fait mal. Douleur. Et là, lorsque l'autre partie ne veut pas le faire, on arrête de la fouetter, on abandonne, et là, on se sent coupable. La culpabilité aussi est un des mécanismes sous-jacents à la douleur chronique. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est coupable dans notre société? Cette personne-là est punie et on la fait souffrir. Donc, si vous vous sentez coupable, ça crée de la souffrance psychique qui peut se manifester justement comme de la douleur neuroplastique. Donc, lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut arrêter de se séparer en deux comme ça avec un disciplineur et un discipliné. Ce qu'il faut, c'est établir une hiérarchie de nos valeurs. Une fois qu'on a établi cette hiérarchie de nos valeurs, on peut commencer à se donner des buts qui sont alignés avec nos valeurs. Donc, si vous avez de la difficulté à vous motiver, selon lui, et selon ma propre expérience, c'est parce que vous n'êtes pas aligné. Donc, c'est extrêmement difficile de se motiver. Il faut se fouetter pour le faire. Mais lorsque on établit clairement la liste de nos valeurs et que nos objectifs sont alignés, il y a une espèce de motivation organique qui émerge. Et là, c'est vraiment un phénomène étrange. On n'a plus besoin de se fouetter pour se motiver. C'est comme une espèce d'envie. Il n'y a pas un autre mot que je pourrais utiliser, une pulsion qui émerge. Et on n'a plus besoin de se fouetter pour le faire. C'est mon expérience. Donc, vidéo de 20 minutes. En résumé, il y a des saisons dans le reconditionnement de la douleur. Lorsqu'on ne vit pas notre vie, dans mon expérience, il faut trouver un moyen de se discipliner, de se motiver, de se forcer. Il faut se donner des contraintes. Moi, je m'en suis donné. Je marche 30 minutes minimum par jour. Minimum. Après ça, je monte à 45. Je ne descends plus à 30. J'avais des contraintes comme ça qui m'aidaient à sortir du trou, à vivre ma vie, parce que sinon, je serais resté assis sur mon divan rouge toute la journée. Et là, une fois que je suis sorti du trou, j'ai commencé à vivre ma vie, j'ai remarqué que cette stratégie de la contrainte était contre-productive, comme un manteau d'hiver en été. Non seulement ça ne donnait pas les résultats que j'espérais, mais ça me démotivait. Ça me faisait mal, me faire fouetter comme ça constamment, et ça me créait de la culpabilité lorsque je n'atteignais pas les objectifs. Et donc, il y a une autre stratégie qui s'est mise en place où j'essayais de plus en plus de faire ce que j'avais envie de faire. Et ça, c'est pas toujours clair si on n'a pas bien établi la hiérarchie de nos valeurs et de nos besoins. Si on se fixe des objectifs qui ne sont pas alignés avec nos vraies valeurs, il va toujours y avoir une espèce de forme d'auto-sabotage qui entre en jeu. Et là, on se demande pourquoi c'est si difficile de se motiver. Ce serait très possible que c'est parce que vos objectifs,
Vos buts ne sont pas alignés avec vos valeurs. Je pense pas que j'ai besoin de l'expliquer, il me semble que c'est presque évident pourquoi ça ferait ça. Si mes objectifs ne sont pas alignés avec mes valeurs, il va toujours avoir un certain degré d'auto-sabotage. Donc des fois, le reconditionnement de la douleur, pour certaines personnes, n'est pas assez. Il y a des gens à qui j'ai parlé qui ont fait la ronde, j'appelle ça. Hein, disant, j'ai parlé à lui, j'ai parlé à l'autre. Ah oui, cette personne-là, j'ai parlé à cette personne-là. Ils ont parlé à beaucoup de gens. Et souvent, avec ces gens-là, ce que je remarque, c'est un problème de motivation. Hein, ils ont parlé à tous ces gens-là et encore, ils restent beaucoup chez eux, ils restent beaucoup assis. Ils hésitent à non seulement marcher, faire l'exercice, mais à conduire la voiture même. Conduire la voiture. C'est trop demandé de conduire la voiture, il va y avoir des symptômes. Donc dans ces cas-là, c'est peut-être sortir du reconditionnement de la douleur, aller vers quelque chose comme plus la programmation neuro-linguistique. Moi, ça m'a énormément aidé. Évidemment, il y a des gens à qui je parle qui ont fait la ronde, j'appelle. Mais quelque chose que je remarque, que je dois mentionner, c'est que des fois, le reconditionnement de la douleur est trop étroit, mais des fois, les gens incluent trop de choses dans le reconditionnement de la douleur. Et là, ils introduisent du matériel qui dilue le reconditionnement de la douleur, dans mon opinion. Et non seulement le dilue, mais même donne des messages contradictoires au cerveau. C'est pour ça, moi, que je vous conseille la PNL. Parce que, dans mon expérience, il n'y a pas eu de contradiction et c'était un excellent complément au reconditionnement de la douleur si vous avez de la difficulté à vous motiver, sans vous fouetter, sans vous culpabiliser. Si vous désirez avoir une espèce de motivation organique qui émerge. 22 minutes. Donc c'était la vidéo. Je sais, je n'ai pas beaucoup parlé du livre de Carl Tétillon, mais c'est un livre français, bref, donc lisez-le vous-même, faites-vous-en votre propre idée. L'attitude dont il parle tout au long du livre et l'attitude, évidemment, qu'il faut atteindre dans le reconditionnement de la douleur. C'est la fruition, c'est la culmination. Mais des fois, cette attitude, dans mon expérience, ne fonctionne pas au début, quand on est dans le trou. Il faut au début peut-être se forcer, se contraindre, faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, s'activer de plus en plus. Et là, commencer à différencier, contraster. Qu'est-ce que j'aime mieux faire? Qu'est-ce que j'aime moins faire? On fait plus de qu'est-ce qu'on aime plus, on fait moins de ce qu'on aime moins. Et même là, des fois, c'est pas assez. Il y avait beaucoup de résistance, comme quand j'ai voulu faire les vidéos. Et là, la PNL m'a énormément aidé. Pour me motiver, sans avoir à me fouetter. Lorsque mes buts ont été alignés avec mes valeurs, une espèce de motivation organique qui a émergé et j'ai rencontré beaucoup moins de résistance.